On va pouvoir commencer cette table ronde, l'une des tables rondes d'ouverture. Merci à tous d'être venus. Il y a quelques mois, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va mettre comme table ronde? Est-ce que quelqu'un a des idées de table ronde sur les origines? Et donc, tout simplement, est venue l'idée, les origines des idées, pour faire cette table ronde. Et c'est là qu'on a eu cette idée. Parce qu'on dit couramment que l'on a une idée, qu'elle nous vient, mais on décrit plus rarement la façon, finalement, comment elle est apparue, comme si ce processus relevait d'une certaine magie, et comme si, finalement, on pouvait peut-être subir ces idées. C'est elles qui viennent à nous. Est-ce qu'on peut décrire? Est-ce qu'il y a une possibilité de décrire le processus par lequel ces idées émergent? Est-ce que les idées nous tombent dessus, comme l'image que l'on a de la pomme sur la tête de Newton? Selon cette idée, selon cette vision, le récipiendaire de l'idée, en fait, c'est une idée qui est transcendante, et le récipiendaire est désigné par une force supérieure pour la recevoir, selon un processus finalement qu'on ne perçoit pas. Ça peut paraître pittoresque, mais finalement ça reflète bien la soudaineté parfois de certaines idées. Dans des conditions qui ne sont pas toujours, qui ne s'y prêtent pas forcément de prime abord. On a tous eu des idées dans des moments totalement incongrus, quelle que soit notre expérience. Au contraire, est-ce que ces idées ne sont finalement pas du tout transcendantes, mais au contraire, est-ce qu'elles ne font pas qu'émerger finalement de la communauté à un moment finalement où le corpus de connaissances ou peut-être où la technicité est suffisamment mature pour que les idées puissent finalement se réaliser? Et à ce moment-là, le scientifique, finalement, n'aurait qu'un simple rôle de vecteur. Il subirait d'une autre façon, finalement. Il serait le vecteur par lequel s'expriment ces idées. C'est important parce que l'idée est, comme vous le savez, comme vous le devinez bien, à la base de la découverte scientifique, puisqu'elle permet la génération de l'hypothèse, elle permet ensuite de la tester en recherche. Et c'est donc un enjeu majeur de développement dans la situation actuelle, en particulier face aux problèmes qu'on va affronter dans les prochaines années. Et dans cette situation finalement actuelle aussi de compétition mondiale, est-ce qu'on a des moyens de favoriser les conditions d'émergence de ces idées? C'est quand même un enjeu important pour nos établissements, entre autres. Est-ce qu'on a un moyen justement de favoriser? Si on comprend d'où viennent ces idées, est-ce qu'on peut les favoriser? Une autre question qu'on pourra aborder lors de cette discussion, c'est dans cette tendance qu'il y a actuellement à la généralisation de l'utilisation du big data, de ces flots d'informations qu'on va confier à des algorithmes de machine learning, d'intelligence artificielle et tutti quanti, est-ce que l'idée sera toujours nécessaire? Est-ce que finalement, à force d'avoir des datas, on pourra se passer dans le futur d'hypothèses et juste analyser des corrélations à grande échelle en espérant pouvoir induire des lois générales? Donc c'est la discussion qu'on vous propose aujourd'hui, avec des intervenants de plusieurs domaines, tous éminents bien sûr, mais qui vont permettre d'aborder cette question avec différents angles de vision. Pour me présenter, parce que je ne me suis pas présenté encore, je m'appelle Manuel Rodriguez, je suis cancérologue juste à côté, donc à l'Institut Curie, et chercheur, plutôt dans le domaine de la génétique. Pour commencer, parce qu'il fallait bien déterminer un ordre, je proposais qu'on commence peut-être par un domaine qui peut être le domaine peut-être le plus abstrait, en tout cas le plus mystérieux pour beaucoup d'entre nous, qui est le domaine des mathématiques. Parce que dans un certain côté des mathématiques, on pourrait se dire finalement c'est juste des applications d'outils qu'on applique les uns après les autres et finalement c'est juste de l'informatique entre guillemets. Et en même temps, quand on lit certaines choses, c'est des aspects extrêmement complexes dans un langage des plus cryptiques et on peut bien se demander qu'est-ce qu'une idée dans ce domaine-là et quelle est l'expérience de l'idée dans le domaine mathématique. Donc nous avons Maria Esteban. Je vous laisse vous présenter et donner votre vision à vous de l'idée en mathématiques. Merci. Donc, je m'appelle Maria Esteban, je suis directrice de recherche au CNRS. Je travaille à Dauphine, donc à PSL. Et donc, je vais un petit peu parler de mon expérience personnelle sur comment les idées arrivent. Donc, effectivement, on pense que les idées arrivent d'une façon un peu magique. D'un coup, on a une idée. Et surtout en mathématiques, on considère comme une science un peu abstraite, un peu éthérée. L'arrivée des idées semble encore plus mystérieuse, je pense, pour beaucoup de gens. Alors, dans mon expérience, les idées n'arrivent pas de nulle part. Elles apparaissent dans un contexte précis. On cherche à résoudre un problème. Alors les problèmes, il y a une question qui est posée, qui peut être posée par nous ou par d'autres avant, dans un cadre d'une collaboration scientifique. Ça peut être une question récente, ça peut être une question qui vient dans la logique d'un développement d'une théorie. Et donc, on a une question concrète à résoudre.
et on cherche comment répondre à cette question. Alors, en général, on connaît des outils, enfin, c'est dans un cadre particulier, on connaît des outils, des méthodes, donc on cherche à résoudre les problèmes. La plupart des fois, ça ne marche pas tout de suite, on tourne. Et donc, ce qui se passe, enfin, au moins dans mon expérience, c'est qu'à force de chercher une réponse à une certaine question, ou une solution à un problème, on devient un peu obsédé. Donc, il y a l'idée qui tourne, enfin, ce qu'on veut faire et comment, on essaye de méthodes différentes. Et ça devient un peu une obsession. En fait, des fois, on n'est pas en train de vraiment penser à ces problèmes-là, et d'un coup, on comprend comment faire. Alors, ça a l'air un peu d'une magie, il y a une idée qui est arrivée, mais ce n'est pas vrai, elle n'est pas arrivée de nulle part, l'idée. C'est parce qu'en fait, on a sémé avant, on a vraiment tourné dans la tête les méthodes, qu'est-ce qu'on peut faire, et en fait, ça tourne même dans l'inconscient, ça arrive d'avoir des idées, même dans les sommeils, quand on est en train de prendre une douche, quand on se promène, parce qu'on est vraiment complètement obsédé et imbibé par la question. Donc, on ne peut pas dire, enfin, au moins dans mon expérience, que l'idée arrive de nulle part. Elle est arrivée dans un contexte concret pour résoudre un problème concret ou répondre à une question concrète. Et on a travaillé pour arriver à résoudre la question. Alors, des fois aussi, les idées arrivent quand on discute à plusieurs. Ça, c'est quand on travaille en collaboration. On est en train de comment faire quelque chose. Personne ne sait pas trop. Mais à un moment, il y a une interaction, il y a quelque chose que quelqu'un dit, il remarque en silence quelque chose, et paf, on comprend comment faire. Mais c'est toujours dans un travail qui est mené individuellement ou par équipe. Des fois aussi, une idée, ça peut venir quand on écoute quelqu'un parler, dans une conférence par exemple, même si la personne parle de quelque chose qui n'est pas sur quoi on travaille nous, mais à un moment, il y a quelque chose que cette personne dit ou a fait qui nous donne une idée qui peut-être, si on la modifie bien, elle peut résoudre un problème qu'on a. Donc les idées arrivent de façon différente, mais c'est toujours, je pense, quand il y a un contexte déjà bien précis. Alors donc, les idées, de mon point de vue, elles n'arrivent pas par hasard. Elles arrivent quand on a préparé le terrain. Et donc, il y a un travail au préalable, il y a un travail d'équipe, il y a quelque chose qu'on cherche. Donc, pour moi, les mots-clés pour comprendre d'où viennent les idées, c'est travail d'équipe, inspiration croisée, utilisation du savoir du passé, parce que souvent, en fait, les idées n'arrivent pas comme ça isolées, c'est dans une logique, dans le développement d'une théorie ou quelque chose comme ça. Et souvent, c'est les idées des uns qui inspirent les autres. Et donc, voilà un petit peu comment je vois l'arrivée des idées pour moi. Donc, ce n'est pas vraiment, ça ne vient pas comme ça, on travaille pour qu'elles arrivent. Oui, et la collaboration. Enfin, en l'occurrence, ça faisait penser justement au livre, donc à Théorème vivant, bien sûr, parce que c'était ça quand même qui a beaucoup parlé de ça, de Villani, où justement il y a des échanges permanents de mails, justement de discussions avec ses collègues, et on sent bien que c'est par là que ça mature finalement. La personne qui a l'idée n'est pas tout seul dans son coin pour générer son idée. Il y a des mathématiciens qui travaillent tout seuls. Oui, en l'occurrence en mathématiques, moi, non, il y a des exemples. En collaboration, et c'est vraiment, la collaboration apporte beaucoup pour justement générer des idées. Monsieur Cohen-Tanucci, vous êtes physicien, mais je crois me rappeler d'une interview, justement, où vous avez commencé en mathématiques. Est-ce que vous voyez des points communs, justement, entre les mathématiques et la physique dans votre expérience de l'idée ? Certainement. Mais je pense, comme vous, que les idées ne tombent pas comme la pomme sur le cerveau de Newton. Elles doivent se développer sur un terreau de connaissances et de réflexion. Je pense que quand on travaille sur un problème, le plus important, c'est de se faire des images, une représentation du problème qu'on étudie, et d'essayer de mettre en correspondance divers aspects de ces images. Et il me semble que c'est un petit peu comme si on regarde un objet, et qu'on se fait une idée de l'objet, mais si on le regarde d'un autre côté, on voit une réalité différente. Et donc je pense que quand on travaille sur un problème, on essaie de se faire des images et on essaye de trouver des nouvelles images, des nouvelles représentations qui, en général, conduisent à des idées. Pourquoi ne pas faire cette expérience? Tiens, on pourrait vérifier cette idée en faisant telle ou telle expérience. Donc je pense qu'il est fondamental, quand on fait de la recherche, d'avoir des discussions, comme vous l'avez dit. Il faut
des discussions, qu'on essaie d'expliquer aux autres comment on voit un phénomène, comment on se le représente, ça, en général, stimule l'émergence de nouveaux points de vue, de nouvelles idées. Je pense aussi qu'il est important, tout au moins, c'est mon point de vue, d'allier recherche et enseignement. Parce que quand on enseigne, on est obligé de simplifier, de rendre des phénomènes clairs, accessibles. Et en général, cet effort de clarification pour la transmission du savoir, en général, permet d'avoir, peut-être très fécond, et permet d'avoir des nouveaux points de vue et des nouvelles explications. Alors, comme vous dites, effectivement, c'est un peu une obsession. Quand on travaille sur un problème, on est absorbé, on pense surtout à cela. Et effectivement, les idées sont un peu embrouillées. Et souvent, on dort, et puis quand on se réveille, ça s'est réarrangé et on a la solution. Et ça, c'est quelque chose moi, que j'ai ressenti à plusieurs reprises. Donc, mais ça ne peut apparaître que si on a beaucoup réfléchi déjà, si on a passé le problème dans tous les sens, on a essayé de l'examiner de divers points de vue, et c'est ça qui fait con, c'est ça qui procure l'intelligence nécessaire pour comprendre un phénomène. Alors, dans les sciences de la matière, il y a aussi la connexion entre expérience et théorie. Quand on se fait une image d'un problème, quand on a l'impression qu'avec un certain point de vue, on peut l'expliquer, il faut ensuite le soumettre au test de l'expérience et au test du calcul. Il faut faire un modèle qui permet de représenter le phénomène et de voir si les prédictions de ce modèle coïncident avec les observations expérimentales. Et cette confrontation permanente théorie et expérience, c'est celle qui permet de donner une base solide à une idée qu'on a eue. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, je pense que l'émergence des idées, bien sûr, vous parlez de la masse d'informations qu'on a, les algorithmes qui permettent de faire des correspondances. À mon avis, rien ne remplace l'intelligence humaine qui essaye de comprendre, d'établir des connexions, autrement qu'abstraites, des connexions physiques claires, compréhensibles entre des phénomènes apparemment différents. Et donc je pense que l'émergence des idées, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'imagination et surtout beaucoup de discussion avec ses élèves, ses collègues, pour donner une base solide aux idées qu'on a eues. Oui, c'est ça, et l'imagination. L'imagination, effectivement, en allant chercher dans d'autres domaines aussi, dans d'autres réflexions pour les autres représentations. D'autres représentations, toujours par exemple dans les sciences justement des matières, ou ça pourrait être dans tout à fait autre chose, Moi, j'ai surtout travaillé dans les sciences de la matière, sur la lumière et les atomes, sur la physique. Ouais. Mais bon, je pense que ce schéma général est valable pour tout type d'activité scientifique. Il y a peut-être un domaine dans lequel on a l'impression que la question se pose différemment, c'est en biologie, puisque, en tout cas de prime abord, autant on a l'impression que les mathématiques et la physique peuvent être justement détachées, abstraites, autant en biologie, on a l'impression que ça passe par l'observation et qu'on se pose une question face à l'observation et qu'on passe notre temps finalement à observer, décrypter, découvrir de nouveau et passer notre temps à aller chercher dans le décryptage justement des observations que l'on a. Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, vous vous trompez. Vous m'entendez là? Oui. Donc je me présente d'abord, je m'appelle Bruno Goutte, je suis directeur de recherche au CNRS. En fait, donc, je suis biologiste, plus précisément biologie cellulaire, donc je m'intéresse au fonctionnement des cellules. Et actuellement, je suis le directeur du centre de recherche de l'Institut Curie. Alors, effectivement, j'avais noté en fait 4 mots-clés. Le premier, c'était connaissance et échange. Mais ça a été dit par Claude et Maria, c'est ça. Bon, ouais. Donc, effectivement, une idée, je suis entièrement d'accord, ne naît pas de nulle part. Elle fructifie, elle vient de la connaissance qu'on a d'un domaine. Et bien sûr, elle naît aussi avec les échanges qu'on a entre collègues. Et c'est particulièrement vrai pour la biologie, qui est actuellement vraiment un travail d'équipe. Mais c'est vrai, comme dit Manuel, que la biologie, effectivement, le biologiste
a ses idées basées sur l'observation. En fait, donc, on regarde la nature, plus prosaïquement, on regarde les cellules, on regarde les processus biologiques. Et c'est vrai que de cette observation, dans laquelle il faut avoir une attitude souvent assez modeste, naissent des idées. C'est ce que j'apprends à mes étudiants. Bon, on passe beaucoup de temps au microscope, donc je leur dis, regardez bien ce que vous voyez des cellules, essayez d'imaginer que vous voyez des cellules pour la première fois et quelles sont les idées qui vous viennent. Alors, il y a un autre point important, en tout cas pour la biologie, c'est la comparaison. Donc, en fait, on compare des processus biologiques et vous savez que donc la biologie, les cellules, en particulier les cellules humaines, sont issues d'une longue, d'une part, évolution, et puis que les processus biologiques sont en fait très conservés dans des organismes très primitifs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important, c'est qu'il faut, donc, en biologie, toujours comparer à différents modèles, différents systèmes. Alors, juste pour terminer, donc tu avais posé la question sur donc les big data, l'intelligence artificielle. Alors, je pense, je pense que c'est des choses qu'il faut faire, qu'il faut développer. Mais il y a juste une phrase que probablement certains d'entre vous connaissent. C'est une phrase c'est un biologiste, hein, c'est Sidney Brenner, qui aussi a réfléchi pas mal sur la biologie. Et donc il parlait plus de la system biology, mais ce qu'il disait, c'était pour une démarche, je le dis en anglais, hein, parce que c'est en anglais, il mettait low input, high throughput, no output. Donc je pense que vous avez compris ce que ça voulait dire, que on a effectivement, en particulier en biologie, mais c'est vrai dans d'autres domaines, on a accès à énormément de data dans tous les sens. Donc effectivement, il y a l'intelligence artificielle, enfin en tout cas dans certains domaines, qui permettent d'essayer d'organiser dans un premier temps ces data et puis de les interpréter. Mais je suis convaincu, en tout cas pendant encore très très longtemps, que rien ne remplacera. Non, il faut utiliser ces big data, mais rien ne remplacera en fait ce que j'appellerais en fait l'intuition du chercheur qui, malgré la masse de données dont on a à disposition, pourra arriver à les interpréter. Merci. On a parmi nous donc Olivier Buchenschutz, qui est dans un autre domaine qui peut paraître étonnant, parce que c'est l'archéologie, et pourtant, il y a une proximité avec les sujets qu'on a abordés. En particulier, j'y pensais sur la question de l'observation et du décryptage, puisque vous peut trouver des objets. Et donc là, justement, il faut comprendre ce qui s'est passé et avoir ces idées-là. Quel est votre témoignage par rapport à ce que vous avez entendu, vous, votre position par rapport à ce que vous avez pu entendre là? Alors, j'arrive à peu près aux mêmes conclusions que mes collègues. En fait, évidemment, notre objectif, c'est de comprendre les activités humaines qui sont encore plus irrégulières que les activités biologiques, mais néanmoins, on arrive un petit peu aux mêmes conclusions. Alors moi, pour démarrer, j'ai regardé un peu dans un dictionnaire, quand on traduisait idée en allemand, par exemple, ce que ça donnait. Et ce qui est amusant, c'est de voir que pour les Allemands, il y a Gedanke, qui est réflexion, c'est la pensée. Il y a Vorstellung, qui est représentation, donc c'est déjà beaucoup plus concret. Et puis il y a Anfall, c'est le truc qui vous tombe dessus, comme un éclair. Et alors il y a idée aussi, parce que les Allemands aiment bien mettre des mots grecs ou français par derrière, mais on voit bien ces différentes variations sur le même thème. Et d'autre part, alors là je parle en non-archéologue et non-spécialiste, j'ai été très frappé par un film que j'avais vu sur l'équation d'Einstein, E égale mc2, qui s'appelle Une biographie de l'équation, et qui montre qu'en fait on peut remonter 4 siècles avant pour expliquer comment on est arrivé à la formule complète à travers tout un tas de personnages, dont des femmes d'ailleurs, qui ont mis au point petit à petit le contexte qui faisait qu'on a pu trouver finalement cette formule.
Autre exemple aussi, un petit peu différent, c'est Arthur Koestler qui a un bouquin qui s'appelle Les Somnambules en 1959, où il montre comment les astronomes les astronomes qui étaient très peu nombreux au XVe, XVIe, XVIIe siècle ont chacun fonctionné séparément et parce qu'ils se rencontraient quelques années avant la mort du précédent, et ils ont souvent exploité les idées de leurs prédécesseurs qui avaient posé les bases de l'équation ou de la recherche, et c'est eux qui l'ont exploité. Donc il y a tout de même une profondeur historique dans le développement des idées qui fait que la pomme de Newton, c'est effectivement aussi quelque chose qui est tout à fait bizarre, et l'idée s'appuie sur quelque chose, elle s'appuie vraiment sur une histoire. Enfin, dernier point, en dehors de l'archéologie, j'aime beaucoup la représentation de François Sigaud du contact entre l'idée et les autres, c'est-à-dire qu'il fait un petit triangle dans lequel on a Ego d'un côté, qui essaye d'avoir un acte sur le réel, et qui ensuite doit se heurter à autrui, qui lui a une position plus traditionnelle, qui ne va pas accepter l'idée. Et l'idée ne sera efficace que si autrui accepte l'idée de ego, donc du savant en quelque sorte, et qu'il arrive à l'appliquer sur le réel. Et donc la reconnaissance de la validité de l'idée est très importante. Et alors on le voit en archéologie à cause justement de la découverte d'un certain nombre d'objets qui vont devenir très rapidement obsolètes parce qu'ils sont remplacés par un autre comportement, ils ne sont plus acceptés par les sociétés. En fait, comme archéologue, ce qu'on essaye de faire, c'est de retrouver les idées dans des objets concrets et innovants qui sont apparus à une certaine période, qui se sont répandus dans une population ou plusieurs. Quelquefois, ça peut couvrir des pays entiers, simplement d'autres fois des provinces. Et on essaie de savoir comment on a conçu cet objet, à quoi il servait, ce qui n'est pas toujours évident, et pourquoi on l'a abandonné. Alors, par exemple, je me suis amusé récemment pour un colloque à faire une petite communication sur des objets qui sont culturellement significatifs, correspondent à une période et à un peuple, mais on ne sait pas très bien à quoi ils servent. Par exemple, des brassards d'archer, des pièces en os qui protègent le bras de la corde, ce qui pour nous n'est pas évident du tout, même si chez les archers actuels, ça existe encore. Ou bien d'autres choses plus bizarres. Alors, il y a un objet auquel j'avais pensé, que j'aurais bien voulu vous montrer, c'est le forcole, c'est-à-dire la pièce de bois qui supporte la rame de la gondole à Venise. Cette pièce de bois est d'une complexité extraordinaire. Je ne peux pas vous les décrire parce qu'il y en aurait pour 10 minutes. J'ai essayé de le faire par écrit, ça marche, mais c'est long. Elle est indessinable parce qu'elle part dans tous les plans de l'espace. Et en plus, elle est parfaitement fonctionnelle. Elle est adaptée même à la taille du rameur, puisqu'on déforme la forcole pour contrôler le type qui va l'utiliser. Et si vous regardez en détail, c'est comme un changement de vitesse de voiture. Il y a une encoche qui fait marche avant, une autre qui fait marche arrière, une autre qui fait tourner à droite, etc. Et cette pièce n'a pas pu être conçue intellectuellement, mais seulement par expérience et par la suite d'idées successives qui ont fait qu'on a un objet très beau d'ailleurs. Je peux faire passer une photo si ça vous amuse, mais qui défie toutes les intelligences abstraites, parce que tant qu'on n'a pas l'objet sous les yeux, on peut difficilement le concevoir. Autre élément, c'est le changement d'échelle. Et là, pour l'archéologue aussi, c'est un point important, parce que suivant l'échelle de l'objet, il va y avoir des utilisations qui peuvent être très différentes. C'est ce qu'on appelle actuellement, je crois, dans l'innovation, c'est une façon de... Il faut arriver à trouver chez le voisin qui fait des tuyaux quelque chose qui va être appliqué aux échafaudages ou des choses comme ça. Et là, le changement d'échelle est très important. Par exemple, on a des transports, des échelles à bateau sur des canaux qui sont simplement de grands cercles de 30 mètres de diamètre qui tiennent 2 godets et qui descendent la péniche dans les godets. On fait ça à cette échelle-là, l'échelle des péniches. Il suffit de mettre 10 litres de plus dans un bac et la péniche descend ou remonte. Mais on n'a jamais utilisé ça, par exemple, dans les canalisations de la vie courante, dans les toilettes ou des choses comme ça. Donc là, les changements d'échelle sont aussi une variable importante. Dernière variable, il y a des innovations, des idées qui sont bonnes, mais qui mettent très très longtemps à arriver. Alors on sait ou on ne sait pas pourquoi. Par exemple, la meule rotative, donc les meules qui tournent, qui vont 10 fois plus vite que les meules plus anciennes, les meules égyptiennes, sont inventées au 5e siècle avant notre ère, en Espagne, dans un pays barbare. Et la science, tous nos chers ancêtres qui sont là, ont eu du mal à accepter que des barbares aient pu inventer un outil avant les Romains. Et donc il a fallu 50 ans pour admettre cette évidence.
D'autre part, alors d'autres outils comme l'AFO, par exemple, a été développé entre le 5e avant et le 5e après. Il a fallu 1000 ans pour la mettre au point. Et quand on l'a mis au point, on s'en est servi pour couper le foin. Et c'est seulement au XVIIe siècle qu'on l'a utilisé pour les céréales. C'était pour des raisons sociales. C'est parce qu'en fait, quand le propriétaire ou le seigneur faisait couper son blé, il fallait beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, il engageait tous les gens du coin qui n'avaient pas de travail. Et donc, on a prétendu que la faux laissait tomber les grains, alors qu'en fait, ce n'est pas vrai du tout. Et dès que la faux était mise au point et reprise pour les grains, là, on a inventé la moissonneuse-batteuse, et c'est encore une autre histoire. Je m'arrête là parce que... Merci pour ce témoignage. Nous avons Bruno Rostand, donc directeur de l'innovation et de l'entrepreneuriat justement pour Paris Sciences Lettres, parce qu'on se disait qu'on pourrait justement étayer cette définition de l'idée et de son origine en l'abordant sous l'angle de la propriété intellectuelle, en disant mais finalement à qui appartient une idée, celui qui l'a eu en premier, comment on fait pour définir une idée, qu'est-ce que c'est qu'une idée sur ce plan-là? Ok, alors je voulais, donc merci pour la présentation. Je voulais en fait commencer par une petite confession, puisque sur la première annonce que j'avais vue de cette soirée, j'ai été mentionné comme juriste. Donc je voulais commencer par préciser que je ne suis pas juriste, surtout au cas où quelque éminent juriste se serait glissé dans la salle. Effectivement, mon métier, c'est l'innovation, le transfert de technologie. Et en particulier, donc on a pas mal de questions qui ont un caractère juridique, bien sûr, et notamment de propriété intellectuelle. En fait, en guise aussi de confession ou d'introduction paradoxale, je devrais commencer par vous dire que la propriété intellectuelle n'apprend pas grand-chose, non seulement sur l'origine des idées, mais même n'a pas grand-chose à dire sur les idées. Les idées ne sont pas protégeables par la propriété intellectuelle, et donc les idées appartiennent à tout le monde en quelque sorte. Il y a un vieil adage juridique qui dit ça, je trouve d'une façon assez poétique, qui dit « les idées sont de libre parcours ». J'ai amassé cette expression, d'autant qu'elle me rappelle des cours de physique statistique un peu anciens où on parlait du libre parcours des molécules en fonction de la température et de l'agitation thermique. Donc j'ai amassé imaginé le libre parcours des idées sous l'effet de l'agitation intellectuelle et d'autres types d'énergie qu'on peut y mettre. Voilà. Donc bon, après ça, après cette introduction, on peut bien sûr, à partir de la vie des idées dans le domaine du transfert de technologie ou du transfert de connaissances, dire des choses par association ou peut-être parfois par opposition sur les idées, peut-être pas sur leur origine, mais sur la manière dont elles émergent, la manière dont nous les percevons collectivement et dont nous les identifions. Si vous allez sur le site internet de l'Institut national de la propriété intellectuelle, qui est donc l'Office des brevets pour la France, vous verrez une liste des choses qui ne sont pas brevetables. Et la première chose qui est mentionnée, c'est les idées. Donc, pourquoi les idées ne sont pas brevetables? C'est parce qu'une invention, donc ce qui est brevetable, c'est une invention, ça doit inclure, dans les termes de l'INPI, un produit ou un procédé qui apporte une nouvelle solution technique à un problème technique donné. C'est ça que le législateur a choisi à quoi le législateur a choisi d'offrir une protection. Et ça veut dire donc qu'une invention, ça peut inclure des idées, ça peut mettre en œuvre des idées, mais l'idée elle-même ne peut pas être brevetée, ne peut pas être protégée. De même qu'un théorème mathématique n'est pas non plus brevetable. D'une manière un peu similaire, le droit d'auteur, qui est un autre pan de la propriété intellectuelle à côté des brevets, protège des œuvres, ne protège pas des idées. Et dans ce contexte, la différence fondamentale entre une œuvre et une idée, c'est qu'une œuvre doit être fixée. Vous avez une idée, vous avez un concept, mais pour que ça devienne une œuvre, il faut la fixer dans une certaine forme, qui peut être matérielle ou immatérielle, mais c'est cette forme qui sera protégée par le droit d'auteur. Et donc, peut-être que là aussi, ça nous dit quelque chose sur les idées, et notamment peut-être qu'elles sont par nature changeantes, et qu'on ne peut pas fixer une idée. Évidemment, il y a des idées fixes, mais c'est peut-être un autre sujet. Mais voilà, une œuvre, c'est une idée, c'est plusieurs idées qui ont été fixées. Une idée en soi, c'est changeant, c'est amené à évoluer, à certainement produire des choses, enrichir le corpus de connaissances, le terreau de connaissances dont on parlait tout à l'heure, et non pas d'être protégé en tant que tel.
tous ces mots qu'on utilise, la terminologie en lien avec tout ça me paraît intéressant. Ça a été déjà un petit peu mentionné. Donc, je disais, une idée n'est pas une invention, ni une œuvre, ni une connaissance, ni un savoir. Et c'est intéressant, comme disait Emmanuel aussi, de dire qu'on dit qu'on a une idée ou qu'une idée nous vient, ce qui sont finalement des expressions un tout petit peu plates, un tout petit peu hésitantes, alors que pour une œuvre, on dit qu'on crée une œuvre, on n'a aucune hésitation là-dessus. On est l'auteur d'une œuvre ou le créateur d'une œuvre, on est l'inventeur d'un brevet. On n'est pas l'inventeur d'une idée. Est-ce qu'on est le créateur d'une idée? Je ne sais pas. On hésite à utiliser cette expression. Peut-être qu'on a une espèce d'intuition que les idées nous préexistent et que si on les découvre un petit peu par surprise, c'est qu'elles existaient déjà, on les avait déjà dans notre subconscient ou dans une espèce de corpus collectif de choses qui ne sont pas tout à fait identifiées. Voilà, une autre notion que je voulais un petit peu mettre en lumière dans la propriété intellectuelle, c'est la notion d'inventivité. Pour qu'une invention soit brevetable, il faut qu'elle ait, comme son nom l'indique, un caractère inventif. Et le Code de la propriété intellectuelle définit ça d'une manière un petit peu ésotérique, et dire qu'il faut qu'est inventif ce qui n'est pas évident pour l'homme de l'art sur la base des connaissances antérieures, de l'état de l'art, comme on dit dans notre jargon. Ça veut dire qu'il y a là une notion de séparabilité, il y a un corpus de connaissances, il y a des choses qui sont très voisines, et on n'accordera la qualité d'invention ou d'inventivité qu'à ceux qui se séparent suffisamment des connaissances, du terreau de connaissances qui préexistait. Je ne sais pas si on peut transposer ça directement au monde des idées. On ne peut pas sans doute donner de définition précise de qu'est-ce que c'est l'émergence d'une idée par rapport à ce qui préexistait. On le voit dans beaucoup de cas, c'est une évidence, c'est une intuition. Je ne pense pas qu'on pourrait se risquer à le définir de manière juridique, ou en tout cas, si on le faisait, ça amènerait certainement des controverses interminables, comme c'est d'ailleurs le cas pour les brevets. La notion d'inventivité, cette idée de séparabilité, donne lieu à des échanges avec les examinateurs brevets qui peuvent être extrêmement complexes. Voilà, pour terminer, je voudrais un peu par association avec cette idée de séparabilité des idées, vous partagez avec vous une anecdote qui est dans le domaine de la musique. Donc les idées musicales sont un peu comme les idées mathématiques, éthérées et mystérieuses. Et il y a une très jolie histoire, je trouve, qui est extraite d'un livre, d'un souvenir d'un monsieur qui s'appelle Manuel Rosenthal, qui était compositeur et chef d'orchestre, qui est mort il y a quelques années, et qui a écrit un très joli livre de souvenirs sur Maurice Ravel, dont il avait été l'élève. Et Manuel Rosenthal raconte que à une époque où il côtoyait Ravel, il avait un jour, emporté par une audace qui ne s'expliquait plus lui-même, demandé à Ravel quelle musique il voudrait pour son enterrement. Et Ravel avait répondu, la réponse est intéressante, Ravel avait répondu « Je voudrais le prélude à l'après-midi d'un faune », qui, comme vous savez, est une œuvre de Claude Debussy. Donc déjà, c'est un peu surprenant, les relations entre Ravel et Debussy n'étaient pas sans nuages, loin de là. Et Emmanuel Rosenthal lui a dit « Mais pourquoi le prélude à l'après-midi d'un faune ?» Et Ravel a répondu « Parce que c'est la seule œuvre où tout n'est qu'idée ». Il voulait dire par là, dans une œuvre musicale, il y a toujours des idées musicales, des thèmes, des choses qu'on reconnaît, qu'on isole, et puis un discours musical qui tient souvent plus au métier du compositeur qui va développer son idée, il a un thème, il va faire des variations, etc. Et donc Ravel, qui pourtant estimait immensément le métier de compositeur, il pensait qu'avant tout une œuvre musicale devait être bien faite, pour autant, il avait cette grande admiration et cette affection pour cette œuvre où il estimait qu'on ne pouvait pas distinguer les idées du travail auquel elles avaient donné lieu pour les développer. Je trouve que c'est une jolie histoire. Je ne sais pas si là aussi, si on pourrait l'extrapoler à d'autres domaines. Est-ce que dans tel ou tel corpus de connaissances, on peut toujours isoler les idées de la manière dont on les a développées, du fruit qu'elles ont porté dans tel ou tel domaine. Donc je laisse ça à vos réflexions et je vous remercie. Pour la suite, on va continuer la table ronde, on va continuer de discuter, mais vous allez pouvoir y participer et nous faire un petit signe si vous voulez parler. Je viendrai avec vous pour vous tenir le micro.
ça me faisait penser, surtout au début, en fait, une des questions de la brevetabilité, une question des brevets, c'est qu'on a souvent l'impression qu'on a une bonne idée, et bizarrement, on a l'impression que cette idée-là tombe toujours en même temps que tous les autres. On a l'impression qu'au moment où on a une idée, au même moment émerge cette idée partout dans le monde en même temps, dans 2, 3, 4 équipes. J'en parlais hier avec un de mes collègues et amis chercheurs qui me disait que son dernier brevet qu'il a voulu déposer est tombé 3 semaines après le brevet d'un concurrent américain, exactement la même technique inventée pour le même besoin. Et ça faisait penser aussi, là c'est pas sur une invention mais sur une découverte, c'était sur la découverte de Neptune par Urbain Le Verrier, avec toute la polémique qu'il y a pu y avoir entre les Anglais et les Français. Les Anglais revendiquant avoir découvert Neptune avant les Français, avec toute l'histoire qu'on a passée. Et je me rappelle, après je suis incapable de citer exactement, qu'à la question de savoir mais comment vous avez pu avoir ce calcul-là, cette idée-là et la découverte en même temps, et ils avaient répondu, l'idée était dans l'air. L'idée était dans l'air, elle a été captée à plusieurs endroits en même temps. Est-ce que vous avez observé ça justement dans la pratique? Parce que c'est quelque chose d'assez clair dans certains domaines, hein, c'est vraiment assez évident. Je pense que c'est un petit peu lié à ce que j'ai dit au début, c'est qu'en fait, les questions, enfin, on est en train de se poser une question et on n'est pas laissé à se poser la question. Ça correspond à l'état d'un domaine scientifique. On parle entre nous, on va à des conférences, et donc c'est normal, on est en train tous de se poser un tout petit peu la même question ou pas loin. Et donc c'est normal qu'à un moment donné, ça puisse sortir à deux endroits différents ou dans des groupes différents. Oui. On a un type d'idée dont personne n'a encore discuté aujourd'hui. Qu'est-ce que je dirais des révolutions conceptuelles? Et ça, c'est quelque chose de très important dans l'histoire, par exemple, de la physique. Il y a des révolutions conceptuelles qui ont changé notre conception complète du temps et de l'espace, la relativité, par exemple. Et puis, quelques décennies plus tard, la physique quantique qui a complètement changé notre notion des particules, de l'agencement de l'univers. Donc, ces idées sont vraiment du type de celles qui tombent d'un coup, mais ce n'est pas vrai. Elles sont apparues parce qu'il y avait un certain nombre de phénomènes qui n'étaient pas compris, qui étaient discutés, et petit à petit a émergé une nouvelle idée complètement nouvelle, qui est la mécanique quantique ou la relativité restreinte. Un autre exemple, là, j'entendais parler des problèmes de brevet. Là encore, Einstein a introduit la notion d'émission induite de lumière. Ça paraissait un petit peu ésotérique. Et quelques années plus tard, à partir de cette émission induite, on a pu faire des amplificateurs de lumière et des lasers. Et les lasers, maintenant, c'est un objet technologique qui a envahi le monde entier. Alors, faut-il dire que le laser, c'est une invention, mais il repose sur une idée extrêmement importante. Comment faire la distinction? Comment faire la distinction entre des applications extraordinairement répandues et les idées qui leur ont donné naissance, et qui sont souvent révolutionnaires? En fait, peut-être que la vision que l'on a, cette image de Newton, pour prendre cette image-là, de l'idée qui tombe dessus, c'est finalement par un manque peut-être de culture des personnes qui ont cette idée-là, de ne pas savoir ce qui s'était passé avant, et de tout, justement, le géant sur les épaules duquel est posé le chercheur. Donc de tout ce qui s'était accumulé avant, et d'en fait se dire que des gens comme Newton, comme Einstein, ou Pythagore, que sais-je, ils ont eu cette idée révolutionnaire parce qu'il y avait toute une série de phénomènes qui couraient partout et qui étaient partout, répandus dans le monde entier, et qui se sont concrétisés par une idée soudaine, mais qui n'est pas si soudaine que ça, qui est le résultat d'un corpus de connaissances extrêmement étendu. On a l'impression, je me trompe peut-être aussi encore, que, et peut-être parce que c'est un manque de recul, mais que dans notre époque contemporaine, il y a moins cette représentation du savant héros de la nation ou de l'humanité qui va inventer quelque chose, et que maintenant, justement, par les grandes collaborations internationales en astronomie ou en génétique ou en mathématiques, finalement, les groupes avancent et avancent plus vite justement que ces gens-là qui étaient des vecteurs d'un tissu de connaissances. C'est peut-être dans les domaines dans lesquels vous êtes. Est-ce que vous sentez cette émergence justement des grandes collaborations internationales et l'utilité qu'elles ont? Est-ce que vous pensez que le chercheur presque isolé
continue d'avoir un rôle ou est-ce qu'il faudra avoir un système finalement où tout le monde soit contraint de travailler ensemble dans une grande collaboration? Les scientifiques n'étaient pas isolés avant. Enfin, effectivement, il y a une densité plus grande maintenant, il y a beaucoup plus, il y a vraiment une explosion. Mais les scientifiques s'est parlé. Alors évidemment, ce n'était pas par email et par téléphone, mais ils s'écrivaient beaucoup, par exemple, ils échangeaient beaucoup, et ça faisait avancer la science. Donc il y avait un dialogue entre scientifiques à cette époque-là, même si maintenant on les voit isolés. Ce n'était pas vraiment isolé. Je pense qu'il y a une conjonction de différents facteurs. Il y a des idées qui apportent des révolutions conceptuelles considérables et effectivement, il faut du temps pour que ça s'approche. On le voit dans le domaine de l'innovation, on le voit à un niveau beaucoup plus terre-à-terre. Et il y a des technologies qui sont adoptées rapidement. Il y a des communautés qui sont plus averses à la nouveauté, où il y a plus de réticence parce qu'il y a... Pour mettre en œuvre des technologies, il faut plus de moyens et donc voilà, il y a une certaine inertie. C'était intéressant les exemples archéologiques de savoir qu'il y avait d'excellentes idées, d'excellentes innovations qui ont mis très longtemps à être adoptées, parfois pour des raisons sociales, parfois pour des raisons simplement d'inertie. Après, il y a je pense des domaines de la recherche qui demandent des moyens considérables, ou effectivement des grosses collaborations pour faire de la radioastronomie ou Dieu sait quoi, et donc forcément ça nécessite des moyens différents. Moi je pense qu'il restera toujours des idées très novatrices qui seront apportées par des individus et qui seront adoptées ou pas, ou adoptées plus tard, et que cet effet-là va rester. Et donc comment favoriser l'émergence des idées, puisqu'on essaye c'est comme une tendance globale, on veut développer les idées plus vite, on veut pouvoir faire avancer la recherche. Comment on peut faire? On a dit les collaborations, on a dit discuter avec les gens, on a dit qu'il fallait être curieux, mais après c'est difficile d'imposer à quelqu'un d'être curieux, c'est quand même assez intrinsèque à une personnalité. C'est un peu ce que nous disait Bruno, il faut encourager les étudiants à voir les choses comme s'ils les voyaient la première fois. Il faut, selon la plaisanterie un peu éculée, faire des centres de recherche avec des petits bureaux et des grandes salles avec des belles machines à café pour que les gens discutent beaucoup. Et puis, j'ai beaucoup aimé l'histoire du sommeil après la préparation. Il se trouve, je le cite juste pour l'anecdote aussi, nous, on a dans notre programme d'entrepreneuriat pour les étudiants, on a une start-up qui propose des nids à sieste et qui les vend à des entreprises en pensant que les gens travaillent mieux ou ont des meilleures idées après leur sieste. Oui, moi je pense que pour justement qu'il y ait plus d'idées, plus d'innovation, plus de création, il faut continuer à financer fortement la science fondamentale. Parce qu'on a une tendance à ne penser qu'à financer des choses concrètes. On les voit au niveau de l'Europe, on les voit au niveau de la France aussi, d'ailleurs, que copie l'Europe dans ça. Et on finance surtout des programmes scientifiques sur des questions précises. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe souvent. C'est qu'il faut laisser la liberté à des chercheurs, il faut les financer, il faut les aider à leur donner du temps et des possibilités, d'avoir un peu d'imagination et de chercher à des endroits où on ne pensait pas qu'on pourrait trouver quelque chose. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. On oublie souvent. Et les gens qui nous financent oublient ça malheureusement trop souvent. Oui, je crois que vous dites quelque chose de très important là. C'est que la tendance actuelle est catastrophique. Absolument. Tous les supports gouvernementaux à la recherche sont, de manière plus générale sur les contrats, sont toujours orientés vers des applications qu'on dit à l'avance. On veut résoudre ce problème. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Toutes les révolutions conceptuelles dont j'ai parlé étaient l'œuvre d'individus qui travaillaient librement. Et donc, il faut laisser une grande liberté aux chercheurs. Mais évidemment, il faut aussi être extrêmement rigoureux dans le choix de ces chercheurs. Il faut qu'ils aient montré leur qualité. Mais s'ils ont montré leur qualité, il faut laisser la recherche libre et la fonder sur l'excellence des chercheurs et non pas sur la poursuite d'un objectif. Toutes les inventions sur lesquelles notre civilisation est fondée, les transistors, les lasers, l'IRM, le GPS, toutes ces inventions ont été le résultat de recherches fondamentales. Et la grosse erreur des politiques, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de ce point-là. Donc pour favoriser l'émergence des idées, il faut vraiment laisser la liberté aux chercheurs et ne pas les encadrer dans des objectifs trop précis. Et du temps. Et pas leur donner des échéanciers trop serrés pour rendre des résultats. On a une question, ou une discussion, une remarque. Et du coup, pour vous, en fait, l'émergence d'idées, ça ne devrait pas naître de nécessité.
en fait. C'est un petit peu ça. En gros, là, c'est un petit peu ce que nous contraignent à faire les politiques en nous demandant de définir des objectifs de recherche à partir de questions de santé publique, par exemple. Donc en gros, on nous demande de produire des idées à partir de contraintes spécifiques, c'est-à-dire de nécessités. Et c'est un petit peu, en gros, c'est un petit peu le modèle inverse de ce qu'on a pu voir des scientifiques du passé, qui, eux, laissaient un peu leur imagination, les questions qui leur venaient à l'esprit, donner naissance à des idées. Alors que là, c'est des problèmes qui donnent naissance à des idées. Ce serait un peu... Mais ça n'empêche pas la naissance d'idées, pour moi, de devoir contraindre. Tu peux juste rebondir là-dessus. Oui, je trouve que il y a un mot-clé que j'aime beaucoup qui n'a pas encore été prononcé, c'est la sérendipité. Et je trouve que c'est... Il y a l'histoire de la pomme de Newton qui tombe dessus par surprise. Bon, mais moi, dans mon expérience très limitée de la recherche, qui s'est limitée à une thèse de doctorat, j'ai été frappé en regardant l'histoire de la physique, en particulier au XXe siècle, à quel point il y a des questions qui ont amené des nouvelles idées, et ces idées ont répondu à des questions qui n'étaient pas la question posée initialement. Les gens ont eu la clairvoyance de faire des rapprochements, ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Alors évidemment, l'exception remarquable à ça, c'est la relativité générale, où Einstein s'est posé une question et y a répondu, mais beaucoup d'autres choses dans la physique du XXe siècle sont arrivées par des questions qui ont amené des réflexions, qui ont amené des outils, qui ont résolu d'autres questions. Je trouve que c'est très frappant quand on regarde l'histoire des sciences. Je pense effectivement, on fait beaucoup d'analogies. On essaie de faire diverses représentations différentes d'un même problème. Mais à un moment ou un autre, il faut aussi avoir le courage de se lancer dans des révolutions, introduire des idées révolutionnaires et bousculer tous les processus qui paraissaient établis. Donc c'est un délicat équilibre entre une liberté totale de recherche et puis un souci de vérification précise de la progression des idées. Je voudrais compléter en disant que c'est vrai que souvent c'est par analogie, mais des fois il faut de l'imagination parce qu'il y a un phénomène qu'on n'arrive pas à expliquer par les choses qu'on connaît. Et là il faut imaginer autre chose. Et donc il faut avoir de l'intuition, de l'imagination, et là il faut faire quelque chose de différent. Donc ce n'est pas toujours des analogies. Et en fait, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir la curiosité pour des domaines qui ne sont pas les nôtres, peut-être même totalement différents. On peut trouver des idées à des domaines probablement fondamentaux dans la littérature, pourquoi pas, sur des analogies ou sur d'autres choses. Donc il faut du temps, en fait, et c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on ne peut pas... J'ai l'impression, en fait, qu'on ne peut pas, d'une part, contraindre à avoir des idées, on ne peut pas se dire, tiens, aujourd'hui, il faut que j'ai une idée, et pourtant qu'il y a cette espèce de fantasme. Je suis peut-être une mauvaise vision de l'intelligence artificielle, très probablement, parce que je suis peut-être un peu du jeu là-dessus, mais l'espèce de fantasme qu'avec l'intelligence artificielle, on pourra dire, aujourd'hui, il faut que l'ordinateur me trouve une nouvelle idée, une nouvelle exploration. Ça y est, on va pouvoir déclencher le mécanisme grâce à tout cette intelligence artificielle, ce big data. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je suis complètement dans l'erreur. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'intelligence artificielle, mais je pense qu'on peut citer certains des experts qui... en substance, nous disent que le terme même d'intelligence artificielle est une grossière exagération, qu'on a des systèmes qui savent résoudre des questions, dans certains cas résoudre des problèmes beaucoup plus vite que ne ferait l'être humain, mais je ne crois pas qu'il y ait d'exemple de système d'intelligence artificielle qui ait généré une idée nouvelle. Et mon pari personnel, c'est que ça il passera du temps avant que ça arrive. Ce qui est intéressant peut-être, c'est une chose qu'on voit, donc comme vous savez tous, le machine learning et l'intelligence artificielle sont des sujets extrêmement à la mode, donc personne n'y échappe aujourd'hui. Une chose qu'on voit, et qui a peut-être un lien avec le débat d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une demande, je ne sais pas ce qu'il faut dire, un besoin croissant d'interprétabilité des systèmes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que dans tous les domaines, pour des raisons qui sont à la fois intellectuelles, économiques, parfois réglementaires, si vous avez une conclusion, une idée, un résultat basé sur un système d'apprentissage machine, vous avez besoin de savoir le résultat qu'a donné la machine, mais vous avez besoin de savoir
pourquoi elle a donné ce résultat, ou au moins d'interpréter, entre guillemets, le raisonnement qu'a fait la machine. Et ça génère des choses extrêmement intéressantes. Et en quelque sorte, pour le relier au débat d'aujourd'hui, on pourrait dire qu'une fois que le système, l'ordinateur a résolu la question, il faut trouver les idées qui correspondent à son raisonnement. Mais les ordinateurs ne résolvent pas une question, ce sont les programmes quand même pour résoudre une question. Et actuellement, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut savoir quand même qu'on est en train d'utiliser des algorithmes, deep learning, etc., à partir des grandes bases de données pour apprendre à partir d'elles, qui marchent très bien dans certains domaines, mais seulement dans quelques domaines très particuliers, comme la traduction, comme la conduite automatique, etc. Mais ces algorithmes, on ne comprend pas comment ils marchent. Et donc, ils marchent très bien pour l'instant, dans certains domaines, je répète. Et comme on ne comprend pas comment ils marchent et pourquoi ils marchent si bien, même les experts le disent, ils ne comprennent pas pourquoi ils marchent si bien, ils ont peur qu'un jour, dans une application un peu sensible, il ne marche pas et il y a un grave problème qui se pose. Donc justement, il faut de l'intelligence humaine actuellement pour comprendre pourquoi ces algorithmes donnent des résultats si excellents dans certaines applications. J'ai l'impression que jusqu'à présent, on s'est intéressé à des idées qui ont mené à des grands résultats, des avancées, des choses importantes. Donc des grandes idées. Et c'est difficile d'avoir une grande idée. Ma question, c'est, y aurait-il un lien entre des petites idées et des grandes idées? Parce que des petites idées, c'est facile d'en avoir. On peut faire des ateliers d'idéation, il y a plein de méthodes, il y a des outils pour avoir des petites idées, des choses qui ne vont pas forcément très loin. Mais est-ce que ces petites idées, finalement, ne mènent à rien ou à pas grand-chose? Ce sont des petites idées, elles mènent à des petits résultats. Ou est-ce qu'on peut avoir un lien entre ces petites idées, qu'on peut faire une petite idée par jour, et des grandes idées? Oui, c'est une très bonne remarque. En fait. Moi, je dirais que les grandes idées, elles sont très très rares et que, en fait, les idées ou ce qui fait progresser, en particulier la science, c'est une succession de petites idées, en fait. Donc, je suis entièrement d'accord avec votre commentaire. Il y a peut-être aussi une méthode, justement, peut-être que en ayant ces petites idées, en répétant la façon dont on a eu ces petites idées, ces analogies, on peut justement finir par en avoir une grande, justement en l'appliquant dans un autre domaine. Peut-être ça aussi. C'est ça que vous vouliez dire? Non, vraiment, je posais une question. Vous avez eu peut-être, certains d'entre vous, des grandes idées, je pense. Est-ce que vous pensez que ces grandes idées venaient d'un travail sur une accumulation de petites idées? Ou est-ce que finalement, non, les petites idées, ça mène qu'à des petits résultats? C'est une vraie question. Oui, c'est vrai que des fois, pour arriver enfin, les quelques idées plus importantes qu'on a eues dans notre vie de chercheur, je pense qu'effectivement, on a eu des petites idées qui étaient bonnes ou pas bonnes d'ailleurs, et on les observe, on voit à quoi elles conduisent, et des fois, ça permet justement d'aller vers quelque chose de plus, qui est une rupture, qui est quelque chose de plus nouveau. Donc c'est vrai qu'effectivement, on travaille souvent avec des petites idées, et puis de temps en temps, on a la chance de découvrir quelque chose de vraiment nouveau et différent. Je voulais juste peut-être, dans un débat comme ça, peut-être, on a parlé là on est du côté positif des idées, donc, mais ce qu'il faut quand même, ce qui est important, c'est idées, et souvent, enfin, je sais pas quel est le lien exactement, mais donc, dans idéologie, il y a idée. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples en biologie où des mauvaises idées, des idées extrêmement néfastes, ont complètement tari la liberté qu'avaient les chercheurs ou d'autres de générer des idées. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Bon, un exemple le plus connu, puisque c'est en biologie, donc c'est le cas du lysenkisme, vous en avez entendu parler. Donc Lysenko qui avait soi-disant trouvé une méthode révolutionnaire qui donc permettait d'accroître les rendements du blé en Union soviétique et qui a finalement abouti à tuer toute la génétique de l'Union soviétique et ensuite des Russes. Et actuellement, il y a des idées qui sont effectivement dans l'air et qui sont par exemple comme le créationnisme,
qui peuvent avoir des conséquences extrêmement, disons, néfastes, ça c'est mon point de vue personnel, sur donc, la génération d'idées qui sont beaucoup plus porteuses d'avenir. Donc en fait, les idées fonctionnent peut-être en cascade, donc une idée en entraîne une autre, entraîne d'autres choses justement par d'autres personnes. Et là, effectivement, on parlait qu'en bonnes idées, mais finalement, en mauvaises idées, il peut y avoir aussi une contamination comme ça du champ intellectuel qui expliquerait justement des fluctuations qu'on a pu voir dans l'histoire de périodes plus sombres ou plus heureuses. C'est ça. Donc on parle d'avoir des idées, de les mettre en pratique, mais quand on a une idée, par exemple on est au milieu de la rue, bam, une idée, que doit-on faire? On a une idée, mais on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas si elle marche, on ne sait pas si elle est juste. Il n'y a pas de protocole, je pense, mais de votre point de vue, que faut-il mettre en œuvre pour au moins savoir si elle est juste? Il faut la vérifier, il faut faire des expériences nouvelles pour tester les idées qui sont apparues. Une idée n'est valable que si elle a été vérifiée, si elle a fait l'objet d'un certain nombre d'expériences précises, concrètes, permettant de la valider. Et donc, si elle est fausse, elle doit mourir spontanément. Mais est-ce qu'il faut s'enthousiasmer instantanément? Je pense encore justement à un de mes collègues. Et tout de suite enchaîner et se dire, tiens, maintenant je vais me lancer là-dessus, je vais me lancer à corps perdu dans cette idée, en se disant qu'il n'est pas improbable que le lendemain, il y ait une autre idée, qu'on parte sur autre chose, ou est-ce qu'au contraire, il faut la laisser maturer, y réfléchir peut-être dans le reste de la journée, et après la laisser maturer, laisser passer justement quelques nuits, pour voir si elle est toujours là, si elle est toujours présente, si elle revient, ou est-ce qu'il faut effectivement l'exploiter tout de suite? Il ne faudrait pas laisser vivre justement l'idée dans le subconscient? Moi, par exemple, quand je suis en train de chercher quelque chose et qu'il me semble qu'il y ait vraiment une idée vraiment nouvelle, en général, je m'arrête là. Je m'arrête, je vais boire quelque chose, je laisse un petit moment, puis après, il revient l'idée. Je ne vais pas me lancer complètement dans ça, c'est peut-être pour me préserver ou je ne sais pas quoi, mais je prends un petit moment ou une heure où je fais autre chose, et puis je reviens pour vérifier si vraiment ça tient encore. Oui. Moi, je suis à peu près incapable de travailler dans l'abstrait. C'est pas très grave dans mon métier parce que l'idée, je vais la vérifier sur le terrain ou dans les livres et dans les textes et dans les traductions des textes. Bon, par exemple, il y a un gros travail actuellement de collaboration, notamment dans notre laboratoire, entre les littéraires du grec et du latin et les archéologues. Toutes les traductions du 19e que les Américains nous mettent sur Internet sont fausses, mais gravement fausses. Et donc la relecture des textes anciens avec de nouvelles idées. Récemment, j'ai vu un article d'une personne qui est spécialiste de la rhétorique, qui lisait un paragraphe de César qui décrit une construction que je connais très bien. Ça a été une révélation. Montrer que cette description d'un objet concret était en fait une formule rhétorique appliquée à cet objet. Et ce qui intéressait César, c'était la rhétorique et le fait qu'il expliquait son échec par la présence de cet objet. Donc, en archéologie, on vérifie l'idée, on voit tout de suite si on s'est trompé ou pas. Enfin, on voit très vite. Ou alors, on ne voit pas du tout. Mais moi, je vais revenir sur les big data dont vous avez parlé dans votre présentation. On en a fait beaucoup en archéologie depuis 50 ans, notamment en France. Et je sais qu'à cette époque, il y avait des jeunes qui disaient « Moi, je fais une base de données, c'est l'avenir ». Et d'autres qui disaient « Je n'ai pas de temps à perdre avec ces trucs-là, je vais plutôt chercher des idées précises sur tel ou tel phénomène ». Et cette dichotomie existe toujours. Donc je pense que l'imagination n'est pas dans les big data, pas plus que dans l'intelligence artificielle. En revanche, ce qu'on n'a pas beaucoup évoqué, c'est le fait que, je parlais tout à l'heure des astronomes du 15e, 16e siècle, ils étaient une dizaine en Europe. Aujourd'hui, il y en a des milliers. Et donc, quand les chercheurs passent de quelques unités à des dizaines, des centaines de milliers de gens, le héros, le chercheur avec un grand C, il est noyé dans la masse. Hein. Et si jamais il émerge, ce n'est pas forcément parce que c'est lui qui a trouvé l'idée. C'est parce qu'il a pensé le premier à l'exploiter, etc., etc. Donc, je crois que, comme le disait Madame, l'idée qu'on a, elle a été provoquée peut-être par la lecture de bases de données, par les connaissances qu'on a, par des progrès dans d'autres sciences. Et après, il faut la vérifier. Et il faut peut-être prendre du recul, même par rapport à ces bases de données qu'on va consulter,
parce que ces bases de données, c'est la recherche d'avant, c'est la recherche d'hier. Et donc elles sont à la fois extraordinairement importantes et elles sont fausses. Dans l'archéologie, après je me trompe peut-être justement, probablement, mais sur la question pour la validité, je vais rester là pour poser la question, c'est bizarre. Pour tester justement la validité des questions ou des idées qu'on pose, des interprétations que l'on pose, on retourne sur le terrain, mais à mon sens peut-être, il y a un prisme important, il y a un filtre important qui est le filtre de la subjectivité personnelle de la personne de l'individu qui va sur le terrain, mais aussi de la société dans laquelle il est. Et il y a probablement une interprétabilité en fonction de la société, de ses tabous, de la religion, par exemple, qu'il peut y avoir, où on pourrait refuser une interprétation, où on pourrait cacher des fresques romaines, par exemple, parce qu'il y a la société qui intervient là-dedans. À quel point, justement, elle intervient dans la validation des idées qu'on peut générer en archéologie, parce qu'il n'y a pas d'expérience qu'on peut reproduire. On est obligé d'observer ce qui s'est passé avant et l'interprétation des autres. C'est à la fois l'intérêt et les limites de l'archéologie, c'est que nous, on n'a pas de terrain expérimental. Chaque site archéologique est l'activité d'un groupe humain qui fait absolument ce qu'il veut, qui est incontrôlable, et c'est pour ça qu'on embête tout le monde en disant qu'on veut fouiller tous les sites, si possible. On y arrive presque aujourd'hui en France. Mais donc on a affaire à un matériau humain qui est imprévisible, qui est quelquefois incompréhensible, mais en revanche, puisqu'on parlait d'idéologie tout à l'heure, les idéologies s'en sont servies à fond pour matraquer des idées fausses. Et donc le devoir de l'archéologue, c'est de prendre du recul vis-à-vis de l'idéologie, de ce qu'on lui a appris les grands anciens qui sont là, et de sortir un peu de sa coquille à lui, et d'imaginer ce que les gens ont pu faire à l'époque, le pire ou le meilleur. On a trouvé des massacres, etc. Et le bon sauvage, ça n'existe pas vraiment, le mauvais non plus. Enfin bref, on est subjectivité contre subjectivité. Donc à la limite, on est proche des gens qu'on étudie. Alors moi j'aurais une question sur le côté négatif que peuvent avoir certaines idées. On pense toujours qu'une idée va être positive, qu'elle va apporter quelque chose en plus, une meilleure compréhension. Et que fait-on des idées qui vont générer quelque chose de très négatif pour l'humanité, la planète, la science qu'on veut, notamment dans le domaine de la physique, de la bactériologie ou de la génétique? Est-ce qu'il faut poursuivre les recherches sur ces idées-là pour essayer de mieux les comprendre et de potentiellement contrer d'autres recherches qui pourraient être effectuées? Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, une idée est dans l'air, elle peut émerger à plusieurs endroits au même moment, avec potentiellement des objectifs qui peuvent être très différents. Pas facile. Alors, le problème, c'est que quand on est en train de développer des recherches, elles peuvent servir pour des choses très différentes. Donc, couper une ligne de recherche parce qu'elle peut mener vers une mauvaise utilisation, c'est dangereux parce que ça peut couper aussi les bonnes utilisations. Donc, il faudrait mettre des mécanismes qui contraignent les chercheurs à ne pas faire des choses pas éthiques, mais interdire une ligne de recherche, ça me paraît un peu difficile à faire et dangereux. Alors, je pense que ça, c'est par contre, c'est une excellente question. C'est effectivement les applications, mais c'est pas réellement dans le domaine des idées, parce que effectivement, on peut appliquer une idée. Bon, il y a des cas très célèbres. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a je crois que c'est une équipe chinoise, je suis sûr même, c'est une équipe chinoise qui a greffé des gènes humains dans un cerveau de singe. Pour voir effectivement comment, enfin, vous voyez le but de l'expérience. Donc c'est effectivement, là, on est vraiment à la limite bon, encore une fois, c'est donc la même idée. On peut faire ça. Enfin, il y en a qui font ça au laboratoire, introduire un gène dans un autre organisme. Ça, c'est la base de notre recherche. Mais effectivement, il faut savoir jusqu'où. Et pour ce genre je pense que c'est un des enjeux majeurs avec le changement climatique de l'avenir, pour lesquels les politiques d'ailleurs ne sont absolument pas prêts ne sont pas sensibilisés. C'est effectivement encadré par des lois éthiques et le type de recherche qu'on peut faire dans l'avenir.
Juste pour renforcer brièvement ça, moi je ferai volontiers le parallèle avec ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure sur les brevets, comme une espèce de miroir, de même qu'on va breveter une application dont on estime qu'elle a de la valeur, mais ce n'est pas l'idée qui est protégée, c'est l'application, l'invention. De même, une idée peut mener à une application qui est dommageable, néfaste, condamnable, et c'est l'application qu'on va interdire. On ne peut pas interdire les idées. Mais c'est vrai que ça doit être un certain vertige pour celui qui a eu l'idée de se dire, tiens, j'ai cette idée-là, je vois très bien les bonnes applications qu'on peut en faire, mais je vois aussi les applications terribles qu'il pourrait y avoir. On connaît la fameuse lettre d'Einstein à propos de l'arme atomique. Faut dire, enfin, moi, ce qui m'a un peu tranquillisé, c'est que dans le travail de cette équipe chinoise, quand elle a été annoncée, d'ailleurs, il y a des gens qui disent que peut-être ils ne l'ont même pas fait, qu'ils l'ont annoncé sans le faire. Mais ce qui est quand même satisfaisant, c'est que la communauté internationale a réagi de façon très violente, critiquant ce qui a été fait, et qui a forcé même le gouvernement chinois à arrêter ces expériences ou ces laboratoires. Donc il faut qu'il y ait des règles d'éthique, c'est ça qu'il faut instaurer un peu partout. Il y a encore 2 questions au fond. Pour information, on a encore une dizaine de minutes, donc si vous avez des questions et que vous dites je les poserai à la fin en dernière question, ça va être maintenant à peu près. Donc préparez-vous. Ma question concerne l'éducation, disons, au bac ou post-bac. Pour avoir des idées, il faut avoir quand même des idées qui soient valables. Il faut avoir un soubassement culturel quand même assez conséquent. On engage donc les élèves souvent à faire, par exemple, des classes préparatoires dont l'étendue, parfois, crée un manque d'idéation. Yves Rocard disait du Taupin, c'est horrible, il faut ensuite 1 an ou 2 ans avant de le sortir de sa boîte de conserve. Par ailleurs, il faut trouver un équilibre. Comment conjuguer l'esprit d'idéation chez les élèves avec cette masse de connaissances énorme à avoir. On parlait d'enseignement tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas de... Je ne suis pas le mieux placé pour répondre à cette question, mais je vais juste en dire 2 mots. Je trouve que c'est intéressant de voir le côté un petit peu paradoxal et le renversement de ce qu'on disait tout à l'heure. Les idées s'appuient sur un corpus de connaissances. Inversement, il y a vous opposez, et à juste raison, la capacité à assimiler des connaissances à la capacité à innover, créer des idées nouvelles. Et pour y être passé, je pense qu'en effet, le système des classes préparatoires n'est pas celui qui se distingue le plus dans l'encouragement aux initiatives et à la liberté d'esprit. Donc je trouve que c'est une vraie question, mais je vais peut-être laisser ceux qui ont plus d'expérience de l'enseignement que moi y répondre. Oui, bien sûr, c'est une vraie question, mais quand même, l'intérêt des classes préparatoires, c'est quand même de former des gens à calculer correctement, à raisonner correctement et à avoir un corpus de connaissances qui leur permettra après d'avoir des idées. Donc je pense que la formation quand même des classes préparatoires est très utile, mais à condition que dans la suite, on donne une possibilité à ces enfants qui ont été formés de cette manière de créer par eux-mêmes des nouvelles idées, de travailler librement et évidemment encadrés par des scientifiques ou des professeurs qui sont suffisamment ouverts et créatifs, imaginatifs pour stimuler l'imagination et la créativité dans cette population d'étudiants. On a une question ici. Alors, l'histoire scientifique regorge de découvertes par le hasard et surtout par l'erreur, mauvais réactif au mauvais endroit. Quelle est la place du hasard et de l'erreur dans vos découvertes personnelles ? Et ma deuxième question, c'est aujourd'hui dans la recherche, notamment par exemple dans la recherche médicale, il n'y a plus de place pour l'erreur. On doit trouver quelque chose, le médicament doit fonctionner et on privilégie les petites études pour être sûr d'avoir un résultat. Et quel est votre avis par rapport à ça ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut laisser à la recherche un espace de liberté complète qui soit quand même essentiellement basé sur l'intelligence et sur la créativité. Essayer de forcer la recherche
sur des objectifs précis est très néfaste. En fait, il y a clairement un problème de rentabilité dans le domaine médical. C'est que c'est l'industrie pharmaceutique qui nous demande d'avoir des résultats et qui donc cible et travaille en amont pour être dans le positif. Et c'est vrai que ça pose des problèmes. Après, la deuxième chose, c'est que dans le domaine médical, en fait, on n'aime pas publier l'erreur. Enfin, globalement, tous les résultats négatifs ne sont jamais publiés. On ne publie que ce qui est positif. Bon, cette question est surtout pour Maria et pour Cointanucci. Pour répondre à la question précédente, si, il y a des journaux quand même. Il y a le Journal of Negative Results. Mais il est quand même minime. Je suis tombé par hasard hier sur une review d'un article qu'on avait essayé de publier de résultats négatifs qui nous semblait intéressant. Et le reviewer avait répondu c'est négatif, donc il faut aller voir ailleurs. Même le reviewer, c'est que ce n'est même pas l'éditeur. C'est que l'éditeur avait accepté que ça soit reviewé, mais le reviewer a dit non, c'est négatif. Cette question est surtout pour Maria et Cointanucci. Et c'est que dans les domaines de haute abstraction comme les mathématiques et la physique, il faut avoir un état d'esprit spécial pour avoir des bonnes idées. Et parfois, chacun a ses propres méthodes pour arriver à cet état de concentration profonde. Et je vous demande, dans votre expérience, qu'est-ce que vous faites pour arriver à cet état mental de concentration? Vous passez la journée à lire, vous allez vous promener, combien d'heures vous passez en train de travailler, quelle méthode vous utilisez? C'est impossible à répondre, je crois, de manière précise. L'essentiel, c'est d'être intéressé par ce qu'on fait, par ce qu'on cherche. Et là, automatiquement, on travaille, on lit, on essaie de discuter avec les collègues pour essayer de préciser ses idées. On n'a pas de recette miracle. Il faut vraiment travailler beaucoup et être surtout passionné par ce qu'on fait. C'est ça l'essentiel. Et les mots qu'on a utilisés d'ailleurs, nous deux, c'est l'obsession. Il faut être un peu obsédé par la question qu'on cherche à résoudre. Et quand on est obsédé, on y travaille, on y pense, on parle avec les gens, parce que vraiment on est intéressé à arriver à une réponse. Et cette obsession, pour moi, c'est essentiel. Si on pense comme ça un tout petit peu à quelque chose, et puis après on fait autre chose, après on revient, etc., on ne va pas arriver. Il faut vraiment être sur la question. Et puis, je pense aussi qu'il faut avoir des interlocuteurs de grande qualité, extrêmement stimulants. C'est pour ça que le lien entre la recherche et l'enseignement me paraît fondamental. Souvent, personnellement, ma vocation tient au fait que j'ai eu un professeur exceptionnel qui était Alfred Kassler, qui était un des professeurs de l'école romane ici, et qui savait donner aux étudiants qu'il avait l'envie d'en savoir plus, et puis l'envie de l'imiter, de faire des choses intéressantes, poétiques, excitantes. Une question ici. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé parce que j'étais pas là au début de la table ronde. Je voudrais savoir si on pouvait voir l'émergence des idées comme un résultat aléatoire de variables qui sont un petit peu définies par les déterminismes biologiques ou environnementaux des individus. Et si oui, est-ce qu'il ne faudrait pas, plutôt que d'essayer de favoriser l'émergence des idées, plutôt essayer de favoriser la récupération des idées ensuite? On pourrait même faire des analyses comme ça, des polymorphismes des gens, et ensuite faire du big data pour voir qui est le plus à même d'avoir une idée. On pourrait même les sélectionner comme ça d'ailleurs, faire des polymorphismes en sortant du bac. Si je peux me permettre de répondre par une plaisanterie, il y a dans le monde du spectacle vivant, il y a une chose qui, je pense, s'applique assez aussi à la génération des idées, c'est que les règles qui gouvernent le succès d'un spectacle ou le succès d'une idée, il y a deux choses qu'on sait sur ces règles. Premièrement, elles n'ont pas changé depuis des siècles, et deuxièmement, personne ne les connaît. Eh bien, c'est parfait, parce que c'est comme ça qu'on termine justement une session par un petit mot. Je suis désolé, je me fais gronder. Il est 45 pile, il faut qu'on libère la salle, mais il n'est pas interdit de discuter avec les intervenants. C'est même recommandé.